Bonjour à toutes et à tous et très bonne année 2023. Je suis très heureux de commencer cette nouvelle année avec vous en espérant qu'elle sera meilleure que l'année précédente. 2002 en effet était assez compliqué pour beaucoup d'entre nous, comme va nous le rappeler la séquence qui va suivre et que je vous laisse découvrir. L'année 2022 a été marquée par de nombreuses crises, que ce soit chez nous ou ailleurs. Rappelez-vous, la guerre en Ukraine, les violences en Palestine ou au Congo, mais aussi la crise énergétique, l'inflation record, avec pour conséquence la difficulté pour de nombreuses familles ou entreprises à nouer les deux bouts. N'oublions pas le réchauffement climatique, qui menace des espèces de plus en plus nombreuses. Certains pensent même que la survie de l'humanité serait sur la balance. Face à un tel bilan, est-il possible d'aborder la nouvelle année de manière sereine? Comment relever les défis qui nous attendent? Et si nous commencions par de petites résolutions positives dans notre vie? Voilà pour ce rappel de l'année dernière. Alors le but, c'est évidemment pas de plomber l'ambiance en ce début d'année, mais justement de répondre à cette question, comment aborder cette nouvelle année de façon sereine. Alors on va essayer d'apporter quelques éléments de réponse avec nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir Pierre Delovin-Foss. Bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes un coach chrétien auprès de Ephata Coaching Service. Nous accueillons également Kimberley Ateba. Bonjour. Bonjour. Alors, vous travaillez pour le cabinet de conseil Egon Zehnder et vous êtes également coordinatrice de la session Lead 2023. Tout à fait. Alors, pour mieux faire connaissance avec vous en ce début d'émission, Pierre Delovin-Foss, en quelques mots, en quoi consiste votre travail de coach ? Alors, ma mission que je me suis donnée, c'est d'aider les entreprises et leurs dirigeants à faire de leur entreprise, de leur organisation, un lieu de vie, d'épanouissement, où chacun peut croître et grandir, que ce soit les salariés, les partenaires, les clients ou tous ceux qui gravitent autour de l'entreprise. Kimberley Ateba, vous êtes coordinatrice de la session Lead. En quelques mots, c'est quoi la session Lead ? La session Lead, c'est une université d'été qui a lieu chaque année au prieuré de Corsendonk. On propose aux jeunes entre 20 et 30 ans de réfléchir à la vie, au sens qu'on peut apporter à celle-ci et comment est-ce qu'on peut orienter sa carrière en gardant une espérance. Aussi, ça s'adresse particulièrement aux leaders d'entreprise et jeunes leaders qui commencent? Tout à fait. Notre slogan, c'est leader d'espérance et ambition pour demain. Donc, comment est-ce qu'on peut contribuer au bien commun en étant aussi jeune et en étant ambitieux? Ben voilà pour ces présentations de vos activités respectives. Alors, dans la séquence qu'on a vue, on parle de bonnes résolutions, de petites résolutions positives à prendre. Pierre Delovin-Foss, est-ce que c'est une bonne idée, c'est une bonne chose de prendre de bonnes résolutions en début d'année ? Alors, j'ai envie de dire, prendre de bonnes résolutions, pour moi, c'est toujours une bonne chose. Maintenant, pourquoi attendre le début d'année? Mais comme aujourd'hui, c'est le 1er janvier, alors allons-y, bien sûr. La difficulté, souvent, c'est que dans le début d'année, on prend beaucoup de bonnes résolutions et on en tient très très peu. Donc moi je vous invite à en prendre qu'une seule, mais vraiment de vous y tenir et puis au cours de l'année d'en prendre d'autres. Voilà, donc un travail sur le long terme. Alors on entre un petit peu dans le vif du sujet. Donc après la crise du coronavirus, on a connu d'autres crises qui sont encore en cours, crise économique, une inflation record, crise énergétique. Kimberley Ateba, comment fait-on pour gérer les crises en général quand on est leader d'entreprise? Je pense qu'un bilan est très important, savoir discuter des faits qui se sont réalisés pendant l'année, savoir critiquer également nos décisions et établir un plan pour l'année qui suit est très important afin de pouvoir vraiment se projeter, pas seulement à court terme, mais à long terme, et garder aussi un côté humain, savoir accepter ses erreurs et faire mieux.
Comment est-ce qu'aujourd'hui les jeunes leaders envisagent l'avenir dans le contexte actuel? Est-ce qu'ils gardent une forme d'espérance, d'espoir que les choses iront mieux? Le thème de l'an dernier, c'était « Idéalise et réalise ». Donc on a tous un idéal, on a tous des rêves, mais comment est-ce qu'on peut réaliser ces rêves? Une des réponses qu'on a obtenues lors de la session, c'est la réflexion. Savoir vraiment poser les acquis et se dire mais de qui est-ce que j'ai besoin dans ma vie afin de faire mieux, afin de réaliser tous ces rêves. Donc en tant que jeune, on doit bien sûr se concentrer sur nos connaissances, sur nos apprentissages futurs, mais aussi sur qu'est-ce que nos aînés peuvent nous apporter. Et c'est pour ça qu'à la session Lead, on invite à chaque fois des intervenants qui sont assez seniors dans leur carrière afin d'avoir vraiment les bons conseils et les bonnes orientations. Alors justement, Pierre de Lovin-Fosse, vous êtes déjà intervenu à une session Lead. Oui, je suis un des vieux qui vient partager son expérience et ses réflexions à la session Lead. Oui, tout à fait. Cette année-ci, j'avais animé un atelier, la carrière ou la vie. Voilà, c'est tout un voilà, donc tout un programme. Alors justement, si aujourd'hui vous deviez intervenir à une session Lead, par rapport aux crises qu'on traverse, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ces dirigeants que vous rencontrez? Et certains, vous les coachez d'ailleurs. Tout à fait. D'abord, vous commencez la revue de l'année passée et on ne montre que des images négatives. Et donc, c'est comme si on était toute l'année passée en crise, quoi. Il y a eu des crises, bien sûr, et il y a eu un tas de belles choses qui se sont passées, que ce soit au niveau individuel ou au niveau de la société. Il y a vraiment eu de belles expériences. On aurait pu montrer pendant des heures et des heures de belles images. Et donc là, je crois qu'on doit vraiment avoir un regard qui soit un regard beaucoup plus équilibré. Malheureusement, les médias ne nous aident pas toujours à avoir ce regard équilibré. Hein, à quand un journal des vraies nouvelles, donc pas uniquement les mauvaises, mais aussi les bonnes. Alors quand il y a une crise qui se présente, bien une crise quelque part, d'abord c'est normal, il n'y a pas de vie sans crise. Mais quand il y a une crise qui se présente, il y a deux façons d'aborder cette crise. Soit la crise, on la voit comme un gros problème et on commence à se plaindre et on tourne en rond et quelque part on reste assis à se lamenter. Ou bien on se dit, cette crise c'est un défi. C'est un peu comme une marche d'escalier. Hein, et quand je l'aurai franchie, je serai plus haut, je serai plus loin. Et donc de prendre cette crise comme un défi, quelque chose qui va me grandir et qui va nous faire grandir. Cette crise cache des opportunités, cache des apprentissages, à moi d'y aller, de les découvrir. Alors, quelles seraient aujourd'hui, pour un chef d'entreprise ou un jeune dirigeant, un jeune entrepreneur, les opportunités qu'il pourrait saisir dans le contexte actuel? Alors, vraiment, ça dépend de chacun. La question est extrêmement vaste, mais je crois qu'on a beaucoup d'exemples autour de nous d'entreprises qui rebondissent. Si je vois la crise qu'on a eue, la crise du Covid avec le confinement, typiquement moi qui suis formateur, j'ai plus pu donner de formation en présentiel. J'ai essayé les formations en virtuel, c'est pas mon truc, moi je me nourris du contact. Par contre, ça m'a permis vraiment d'approfondir. C'était un temps de réflexion, un peu comme une retraite dans la vie. Évidemment, au niveau des revenus, c'était pas facile. Mais ça m'a vraiment permis d'approfondir. J'en ai profité aussi pour faire pas mal de vidéos, des petites vidéos pour ma chaîne YouTube, pour communiquer. Des vidéos que maintenant je réutilise beaucoup dans mes coachings. Et donc il y a toujours des opportunités à saisir. Donc soit je regarde ce qui ne va pas et ce qui me manque et ce que je ne peux plus faire, soit je me dis ok, ça je ne peux plus faire, et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Kimberlé Ateba, à la session Lead, comment, quels éléments de formation, entre guillemets, donnez-vous aux jeunes pour affronter justement les défis qui se présentent à eux? J'imagine que c'est un état d'esprit aussi. Oui, c'est un état d'esprit, mais la session Lead repose vraiment sur ces relations humaines, ces amitiés qu'on crée pendant ces 5 jours. On est comme dans une bulle et on est inspiré par les seigneurs, mais on est aussi inspiré par l'Évangile. On est aussi inspiré par les personnes différentes qu'on rencontre à table. Et par le dialogue, justement, on se rend compte qu'il y a des jeunes qui ne pensent pas comme nous et qui sont aussi des sources d'inspiration. Donc voilà, on encourage vraiment à la réflexion. C'est le point primordial de la session Lead.
Donc la session lead s'inspire de l'Évangile, vous l'avez dit. Peut-être pour aller plus loin là-dedans, en quoi est-ce que l'Évangile peut inspirer des entrepreneurs? Une vaste question aussi, évidemment. Tout à fait, mais un point de notre prière à la session lead fait appel à l'Évangile. Je ne le connais pas par cœur, mais on nous dit qu'à ceux à qui on donne beaucoup, on va demander davantage. Donc, on doit voir qu'est-ce qu'on a acquis pendant toutes cette année, et comment est-ce que je peux faire encore mieux. Parfois, on va au travail, on se dit, voilà, je commence dans la vie, je commence ma carrière, c'est difficile, je fais de longues heures au travail, mais pourquoi est-ce que je fais tout ça? Où est-ce que je vais? Et justement, on te demande davantage. Plus tu es talentueux, plus les gens viennent vers toi. Et on veut vraiment motiver les jeunes en disant, mais voilà, c'est la voie pour laquelle vous avez été appelés. Et grâce à ça, vous pouvez aussi participer au bien commun, participer à l'amélioration de la société. Et M. de Lovenfoss le disait, on commence l'année avec un récapitulatif des crises, etc. Mais dans la crise ukrainienne, ce que j'ai vu, c'est qu'en Europe, on s'est rendu compte qu'une crise et une guerre peut arriver, que des réfugiés peuvent débarquer du jour au lendemain dans notre pays. Et tous nos acquis, toute notre stabilité peut être perturbée. Et on se rend compte qu'on a beaucoup de chance, que nos grands-parents ont connu la guerre. Ils ont connu des périodes de famine également. Eh bien, nous, on est tellement chanceux qu'on peut encore faire mieux et être des artisans de paix. Pierre de Lovenfoss, de votre côté, vous ne cachez pas, vous êtes un coach chrétien. Tout à fait. Dans quelle mesure l'Évangile aussi vous inspire dans votre travail de coaching? Moi, il y a quelque chose que j'ai commencé à faire déjà depuis que je suis coach. Donc je suis coach depuis 2015. Et c'est de parler d'amour en entreprise. Alors au début, j'avais des copains ou des collègues qui me disaient « mais t'es complètement fou, on va te prendre pour un bisounours et tout ça ». Et ma réflexion était toujours, mais attends, l'amour, c'est quand même ce qu'il y a de plus important dans la vie, non, pour toi? Ouais. Ok, tu passes combien d'heures par jour au boulot? Et, 8, 10, 12, ok. Et alors, pendant ces heures-là, qui sont les heures les plus importantes de la journée, l'amour, tu le mets de côté, ça ne tient pas la route. Et donc, justement, je pense qu'être habité par l'Évangile et se mettre quelque part à la suite de Jésus, c'est essayer justement de vivre cet amour, de répandre cet amour, et au lieu d'avoir des entreprises qui sont simplement à la recherche de pouvoir et de profit, ben non, on va utiliser le profit comme un moyen indispensable, comme un résultat aussi. Il faut que les entreprises fassent du profit, sinon le bateau coule, donc c'est très sain. Mais par contre, le but n'est en rien le profit. Si le but devient le profit, on arrive à toutes les dérives qu'on a connu depuis pas mal de décennies maintenant, et on va droit dans le mur. Il faut que le but soit autre chose, la raison d'être de l'entreprise. Je travaille avec énormément d'entreprises pour les aider à clarifier une raison d'être qui donne la vie. Si on a comme raison d'être le profit, ben on va tuer la vie quelque part. Et donc je crois que là, c'est tout à fait aligné avec ce que Jésus voulait nous apporter. Il est venu pour nous apporter la vie. Comment est-ce que les leaders réagissent à ce discours? Ils sont réceptifs à ça, au fait que le profit ne doit pas être mis avant l'humain, avant l'amour, comme vous dites? Alors, évidemment, ceux qui viennent chez moi, qui viennent à moi, c'est ceux qui sont interpellés par ce que je raconte. J'ai un marketing qui se fait par mon blog et par quelques vidéos. Donc moi, je ne vais pas directement chez eux. C'est eux qui me contactent suite à... Voilà, ils ont pris connaissance de ma newsletter ou autre. Et donc, je vois principalement des gens qui, souvent, ils ont réussi. Ça marche. Leur boîte, elle cartonne, elle grandit. Et puis, il y a quelque part, ils ressentent un vide. Ils veulent autre chose, quoi. Ils veulent aller plus loin, et alors ils sont interpellés par certaines choses que je raconte, mais qui sont de cet ordre-là. Et donc il y a une grande ouverture à ça. Et je vois la différence entre quand j'ai commencé à parler d'amour en entreprise et maintenant, le trajet est énorme. Donc j'ai vraiment l'impression que le temps de la conscience s'accélère très très fort, et l'évolution va très très vite pour l'instant. Moi je suis très, très touché par le chemin de beaucoup de dirigeants d'entreprise et d'entreprises elles-mêmes, parce que je travaille avec l'ensemble de l'entreprise. Et il y a vraiment des belles choses qui se passent. Il y a encore beaucoup de choses très, très pénibles et beaucoup de souffrances dans le monde du travail. Je ne cache pas du tout ça. Et en même temps, je vois énormément
de belles choses qui sont en train de grandir. Oui, tout à fait. Kimberley Ateba, à côté de la session lead, vous travaillez aussi en entreprise, hein, donc dans ce cabinet de conseil. Donc, un de vos jobs là-bas, principalement, c'est justement de recruter des leaders, ce qu'on appelle chasseurs de tête. Est-ce que, justement, ces leaders que vous cherchez sont réceptifs à ce que dit M. Levin-Foss, sont réceptifs à cette idée de bien commun que vous avez vous-même aussi évoquée, d'aller au-delà du profit? Oui, tout à fait. Surtout la boîte pour laquelle je travaille est orientée vers les valeurs, sur l'éthique. L'éthique est importante en entreprise, car une société, donc une entreprise, a vraiment un impact sur l'économie d'un pays. Et si on met la bonne personne au bon endroit, si cette personne est humaine, la bonne éthique, l'humilité, aussi l'honnêteté, je pense qu'on peut faire des miracles, justement. Et savoir aussi flairer les bons leaders, c'est une chose importante dans la vie en général. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, un bon leader, c'est quelqu'un qui a un profil complet, en quelque sorte, qui n'est pas seulement axé sur les affaires, qui a aussi un équilibre humain? Oui, surtout que quand on recrute quelqu'un, ça prend plusieurs mois. Donc on a le temps de cerner la personne au sein du cabinet, ensuite les clients. Et voilà, donc en créant vraiment une relation de confiance pendant plusieurs mois, on a le temps de savoir si cette personne conviendra vraiment ou pas à notre client. Mais voilà, je pense que il n'y a jamais de recette miracle. On n'est jamais à 100% sûr qu'une personne sera idéale. Mais le plus important, c'est la motivation et la bonne motivation. Comme M. Levin-Foss l'a dit, ne pas rechercher le profit, mais plutôt rechercher l'amour. Est-ce qu'il y a une manière chrétienne d'être entrepreneur ou leader? Évidemment, tous les entrepreneurs ne sont pas chrétiens, mais quand ils le sont, ça influence leur façon, ça peut influencer leur façon de gérer leur entreprise? Oui, tout à fait. Ce qui m'a toujours marqué parmi nos intervenants à la session lead, c'est leur humilité. Ils viennent vraiment de manière simple. Et ils nous disent, voilà, je suis quelqu'un d'influent, mais ce qui me rattache le plus à la vie et à l'humanité, c'est mon amour du Christ. Et je suis là, pas par hasard, je suis là parce que j'ai persévéré, parce que j'ai appris et parce que j'ai cru en moi, et j'ai cru en l'humanité. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous rapproche. Et je pense que qu'importe nos parcours, on peut justement trouver un point commun pour améliorer le monde. Pierre de Levin-Foss, avant d'être coach, vous avez aussi été chef d'entreprise. Tout à fait. Alors, comme vous êtes chrétien, et comment est-ce que ça a influencé votre façon d'être avec vos employés, avec vos clients? Oui. Nous étions 3 associés. J'ai rejoint cette entreprise parce que je cherchais justement une entreprise qui n'était pas axée uniquement sur le profit, la croissance et la valorisation. Et qui laissait la plus grande place à l'humain. Et j'ai trouvé là, avec cette entreprise que je n'ai pas créée moi-même, je suis devenu associé après, j'ai trouvé chez ces 2 associés vraiment aussi ce souci de l'humain, mettre l'humain au centre de l'entreprise. Oui. Tout à fait. Et le fait de, oui, comme dirigeant chrétien, le fait de pouvoir prier aussi pour ses employés, pouvoir aussi confier l'entreprise, que ce soit une entreprise humaine qui apporte quelque chose au monde, qui soit au service, plutôt que d'être en train d'essayer de prendre quelque chose. Oui, je crois que ça change tout. Alors pour élargir un petit peu notre entretien, parce qu'il n'y a pas que des leaders ou des chefs d'entreprise qui nous suivent, donc on l'a dit, il y a des crises, il y a aussi des choses positives. Pierre de Levin-Foss, de manière générale et aussi à partir de votre expérience personnelle, comment vivre comme chrétien dans un monde en crise? Comment arriver à une forme de résilience par rapport aux choses difficiles qu'on peut rencontrer au cours de sa vie? Oui. Je crois que la première chose, c'est d'arrêter de parler d'un monde qui est en crise. Dans ma paroisse, j'avais une nonna, comme on l'appelait, une Italienne qui avait 90 ans et qui n'arrêtait pas de dire que tout allait mal. Et qu'avant, c'était beaucoup mieux. Et alors, j'avais l'habitude de la taquiner en lui disant « en 40, c'était tellement mieux ».
Et donc, il y a toujours eu des crises, et des crises graves, quoi. Et tu rappelais ce que nos grands-parents ont vécu. Et donc, arrêtons de regarder notre vie comme juste une grosse crise, quoi. Oui, il y a des difficultés. Ces difficultés, à partir de là, voyons quelles questions elles nous posent. Quand vous êtes face à un problème, deux attitudes. Soit vous parlez uniquement du problème et vous n'avancez pas, soit vous transformez le problème en question. Donc, quelle question ce problème-là me pose-t-il? Ok, je suis malade, j'ai une maladie, je vais pendant plusieurs mois devoir travailler différemment. Okay, quelles sont les questions? Qui peut m'aider, par exemple? Ça va déjà m'aider à aller vers les personnes. Hein. Qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais organiser mon travail? Et ainsi de suite. Et je transforme mon problème en question. Et à partir de là, quand j'aborde les autres aussi, je ne suis plus là en train de me plaindre. Je suis là avec mes questions et les autres auront envie de m'aider. Tandis que quand vous avez en face de vous quelqu'un qui se plaint tout le temps, au début, vous essayez de lui donner un peu de compassion et ainsi de suite. Mais après, assez rapidement, vous dites, bon, il ne veut pas avancer, quoi. Tandis que quand quelqu'un vient avec une question, là, c'est beaucoup plus clair. Et aussi, quand je pose des questions, je trouve des réponses et je peux avancer à ce moment-là. Kimberlé Ateba, un peu la même question. Comment faire résilience par rapport aux difficultés qu'on peut rencontrer en entreprise, mais aussi par ailleurs dans notre vie de tous les jours? Je pense qu'il faut d'abord s'écouter, se poser les bonnes questions, prendre notre temps également, savoir quels sont nos besoins et sur qui est-ce que je peux compter. À l'intérieur de notre entreprise, on a toujours des collègues sur lesquels on peut compter, à qui on peut vraiment se confier. On a aussi une famille et il y a des piliers dans nos vies qu'on doit vraiment, à qui on doit vraiment donner une place privilégiée. Et je pense que c'est la seule manière de vraiment rebondir après une crise ou dans des difficultés. Alors, pour adopter quand même un regard positif aussi, hein, vous l'avez dit, il n'y a pas que des crises dans la vie. Kimberlé Ateba, quelles sont aujourd'hui, ce 1er janvier 2023, les raisons d'espérer pour cette année qui arrive? En 2023... Par rapport à l'entreprise, notamment, est-ce qu'il y a des opportunités qui se profilent à l'horizon, dans un horizon pas trop lointain? Il y a l'indexation des salaires, donc je pense que ça va réjouir beaucoup de Belges. C'est aussi un soulagement pour beaucoup de ménages qui vont pouvoir peut-être sortir la tête de l'eau. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses bénéfiques qui peuvent arriver. Je ne sais pas exactement quel horizon, mais je pense que la routine est aussi bénéfique pour tout le monde, la stabilité, la routine, et se dire que l'année 2023, ça sera une année tampon, et l'année 2024, ça sera une année avec des élections très importantes pour notre pays. Donc faisons de 2023 les fondements de 2024. Même question, quelles sont les raisons aujourd'hui d'espérer que ça peut aller mieux, certaines choses pourront aller mieux cette année? D'après ce que vous voyez. Je ne sais pas si... Je suis un peu dérangé par l'approche, comme si l'année précédente était nécessairement mauvaise. Je crois qu'il y a toujours des opportunités devant nous. Alors, est-ce qu'on ouvre assez grand les yeux pour voir ces opportunités? Ou bien est-ce que je reste dans ma morosité, quoi? Alors peut-être dire justement ce qui était positif en 2022 pour nous aider à avancer. Je crois que c'est vraiment à chacun de voir ça. Mais moi, j'ai fait un tas de rencontres absolument magnifiques. J'ai vu un tas de gens, par exemple, se battre pour le climat. J'ai vu un tas de gens se battre pour leur entreprise. J'ai vu des gens se réconcilier. J'ai vu des gens trouver des solutions à des problèmes qui étaient assez profonds. J'ai vu des gens vraiment montrer une résilience très très forte avec des maladies et de vivre ça dans la joie, hein, malgré la souffrance. Et donc je crois que c'est vraiment à chacun. Il n'y a pas à dire, tiens, 2023, l'opportunité sera ça. C'est à chacun à construire son bonheur et à trouver autour de soi vraiment toutes ces fleurs qui éclosent. Qu'est-ce que je regarde? Est-ce que je regarde ce qui ne va pas? Est-ce que je regarde les feuilles mortes? Ou est-ce que je regarde ce qui est en train de pousser? Et est-ce qu'à ce moment-là, j'arrose ça? Et je m'émerveille quelque part devant tout ce qui est en train de naître et je participe à ça.
Alors, on arrive tout doucement à la fin de cette émission. J'ai envie de vous demander, pour terminer, à l'une et puis à l'autre, quels seraient les vœux ou le vœu que vous aimeriez adresser à celles et ceux qui nous regardent en ce 1er janvier? Des vœux de bonheur, surtout. Le bonheur, la sérénité et l'ambition. Soyez ambitieux, croyez en vous. C'est le plus important. Pierre Levain-Fosse, même question pour terminer. Qu'est-ce que vous souhaitez à nos téléspectateurs en ce 1er janvier? Ce que je leur souhaite, excusez-moi, c'est de... J'ai la parole de Jean-Paul II, là, c'est n'ayez pas peur, quoi. Arrêtons d'avoir comme fuel, finalement, le stress et la peur. Changeons de carburant. Prenons un carburant qui soit vraiment durable. Et ce carburant que je vous propose, c'est l'amour, quoi. Envisagez la vie comme un don de soi, un don gratuit, et l'accueil de l'autre tel qu'il est, sans vouloir le changer. Vivre cet amour-là et l'utiliser comme carburant, et vraiment, je vous promets, c'est du durable. Eh bien, un tout grand merci pour ces vœux et puis d'avoir répondu à nos questions. Donc voilà, sur les raisons d'espérer en 2023 pour les leaders d'entreprise, mais bien sûr pour chacune et chacun d'entre nous. Eh bien, je me joins à mes invités pour vous présenter mes meilleurs vœux de bonheur encore pour cette année, au nom de Catobel et aussi de toute l'équipe de la RTBF qui nous soutient pour la réalisation de ces émissions. Eh bien, si vous voulez revoir cette émission, comme d'habitude, rendez-vous sur la plateforme Ovio ou sur le site de Catobel, catobel.be. Merci d'avoir été avec nous en ce 1er jour de l'année et à très bientôt pour une prochaine émission.